Monsieur de Villiers, ne craignez-vous pas, avec l'évolution politico-économique que nous connaissons, ne craignez-vous pas qu'un jour on s'attaque au principe du bénévolat qui échappe au fisc? Est-ce que vous avez une perspective de parade à ce qui pourrait bien arriver avec nos ingénieurs de Bercy? Excellente question. C'est une question réaliste. En effet, les gouvernements successifs, celui de Jacques Chirac, j'oublie le nom de la ministre de la Culture, par son inaction, elle m'a aidé à l'oublier. Puis, on a eu le gouvernement Fillon, qui a entrepris de mettre fin au bénévolat. Et donc, là, on a craint le pire. Et finalement, on a fait savoir... Alors, on a une force de frappe, hein, le Puy du Fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même le site. On a... Staline disait le pape, combien de divisions à Paris, ils savent que le Puy du Fou, c'est quelques divisions. C'est-à-dire qu'on a des fans. Donc, si on les met dans la rue un jour... on a toutes les adresses, tout. Si on leur dit, voilà, on n'est pas content, il va falloir secouer les grilles avec nous, il n'y a plus de grilles. Je vous dis ça, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Parce qu'à Paris, à Paris, le mot bénévolat est inconnu dans les ministères. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est caractéristique de la France d'aujourd'hui, la France technocratique. Ils appellent ça la pratique amateur. Alors, donc le gouvernement Fillon avait un projet auquel nous l'avons obligé à renoncer. En relation d'ailleurs étroite avec nos amis bretons. Parce que tous les gouvernements depuis les Bérets ont peur. Voilà. Et donc nous on a dit, si vous touchez au bénévolat, on arrête, mais on vous prévient, on prévient la France entière. Voilà. Voilà. Et ils ont peur, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Fillon a eu peur, vraiment très peur. Il m'a convoqué, il m'a dit, je dis, je suis pas venu là pour te tailler un costard, mais bon. Pardon. Bon, elle est un peu celle-là. C'est un peu fin de soirée là. Pardon. Et après donc. Quand Emmanuel Macron et Brigitte sont venus au Puy du Fou, on a parlé de beaucoup de choses et on a dit attention, il y a eu déjà 3 tentatives sur la question de la pratique amateur. Alors vous n'allez pas recommencer. Et il nous a dit bien sûr aucun problème, etc. Et puis patatras, il y avait un texte qui était lancé du temps de François Hollande. Et puis qui a traversé 2 ministères de la culture successifs, et il y avait un vrai danger pour le Puy du Fou. Et finalement, le président est intervenu, personnellement, pour que le texte ne soit pas appliqué au Puy du Fou. Bon, par un tour de passe-passe. Mais moi, je reste très, très circonspect et vous avez raison de dire que c'est un des grands dangers à l'avenir parce qu'il faut bien comprendre que le Puy du Fou, en fait, on a beaucoup de salariés, mais parce qu'on a aussi beaucoup de bénévoles et que le bénévolat crée de la richesse qui permet d'embaucher. Donc, dans une économie, les chefs d'entreprise sont ici, ils savent tous, il n'y a pas un gâteau qu'on partage en 6 parts. Le gâteau, il est extensible. C'est-à-dire que la création de richesse amène la création de richesse et donc la création de l'emploi. Et donc, si on se met dans une dynamique puy-folaise,
il faut absolument préserver le Puy du Fou. Moi, je pense que ce qui préserve le bénévolat, c'est quelques grandes associations dont la nôtre. Je pense que le phare, c'est nous. C'est la trouille qui les fait reculer. Mais les gens de Bercy, qui sont des musaraignes totalitaires, n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de vous manger les chevilles et ensuite manger plus haut. Voilà. Autre question? Oui, par ici. Bonsoir. Alors, moi, je suis très émue ce soir et je voudrais vous dire 3 fois merci. Le premier merci, c'est que je vous dois aujourd'hui même mes 19 ans de mariage parce que j'ai rencontré mon mari au Parlement européen grâce à vous. J'étais jeune MPF et lors d'une réunion à Lyon, vous m'avez présenté un député européen. Je suis devenue sa stagiaire et j'ai épousé son assistant. Je voudrais vous remercier aussi en tant que mère parce que j'ai 5 garçons qui sont tous fans du Puy du Fou. Ils nous demandent même si on peut demander l'asile politique. Et un 3e qui, lui, rêve de devenir vétérinaire chez vous. Et donc, quand il a du mou dans ses études, on dit « Non, Jean, tu dois être le meilleur. N'oublie pas, tu veux être vétérinaire au Puy du Fou. Si tu veux le faire, fais-le. Mais sois le meilleur. » Et il garde cette image du Puy du Fou. Il vous a dans sa chambre. D'ailleurs, vous l'avez très souvent vu, c'est le petit garçon qui vous suit partout. Et enfin, en tant que chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise que je suis veut faire découvrir aux gens le beau qui élève. Et donc j'ai créé cette société maintenant aujourd'hui qui s'appelle Délire de créatrice, et je veux faire découvrir le fait main français. Et c'est d'ailleurs ma question, c'est est-ce qu'un jour, en dehors des villages, dans vos magasins, vous mettrez un peu plus en avant le fait main et un peu moins le fait made in China? Ah, très bien. Ben, je vais vous faire une réponse, une double réponse. D'abord, vous avez raison sur le Made in China, mais on y travaille justement. On va dans ce sens-là. Je peux même vous dire que on a pris des dispositions pour que, par exemple, pour la nourriture, pour la matière, on va vers un système d'approvisionnement de la proximité vendéenne. C'est l'objectif, mais les décisions qui ont été prises cet été vont dans ce sens-là. Et évidemment, dans le sens du Made in France. Mais ce n'est pas toujours facile, pour les raisons que vous savez. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui sont là savent bien quel est le problème. En fait, j'ai compris que vous avez 2 questions. Ça, c'était la première. La deuxième, et la première, c'était, en fait, vous vous êtes rencontrés, si j'ai bien compris, avec votre mari grâce à moi. Alors moi, je vous donne un conseil, madame, parce que vous avez l'air très jolie. Vous mettez une image de moi au-dessus du lit, et plus tard, quand il vieillira, comme ça marchera encore. Bonsoir, cher Philippe de Villiers. On a passé un moment extraordinaire à vous écouter et vous êtes capable, bien sûr, d'alterner l'humour et puis le sérieux et l'émotion. Mais la question, simplement, moi j'ai vu, comme tous ceux qui sont ici, plusieurs fois, je suis allé plusieurs fois au Puy du Fou, et vous avez parlé tout à l'heure de racines. Et c'est vrai que quand on va au Puy du Fou, il y a des racines que l'on sent, que vous n'avez pas prononcées, mais qui sont bien derrière vos paroles en filigrane. Ce sont nos racines chrétiennes, celles qui ont été si souvent persécutées par notre pays, qui pourtant existent par ces racines. Voilà la question que je vais vous poser, mais peut-être que vous ne pouvez pas y répondre.
mais moi je les sens, ces racines chrétiennes, je les sens derrière vos spectacles et derrière ce parcours du Puy du Fou. Merci. Merci de m'avoir posé cette question. J'ai l'impression que vous vous dites, oh là là, je ne sais pas si je dois poser cette question, ça peut le gêner quand même. La laïcité, tout ça. Philippe de Villiers, il fait attention à sa réputation. Ben non, je ne fais plus attention à ma réputation. Et d'ailleurs, je viens de sortir un livre qui s'appelle « Le mystère Clovis ». Et j'ai expliqué l'autre jour sur Europe 1, chez Ruth Elkria sur BFM TV, et dans Valeurs Actuelles, une longue interview où je dis « Si la France oublie ses racines chrétiennes, elle est morte. Si l'Europe oublie ses racines chrétiennes, elle est morte. » Et j'ai ajouté ce que je vais dire devant vous, ce que j'ai dit devant des millions de téléspectateurs. Nous avons tous, qui que nous soyons, c'est pas une question de culte, c'est pas une question de foi, c'est une question de culture, c'est une question de vie et même de survie. Nous avons tous, qui que nous soyons, un peu de Rome, un peu de Jérusalem, un peu d'Athènes, comme un petit évangile qui coule dans nos veines. Je vais aller plus loin. Si la Vendée n'avait pas été chrétienne, le Puy du Fou n'aurait jamais existé. Si la Vendée n'avait jamais été chrétienne, elle ne se serait pas révoltée en 1793. Et elle n'aurait pas sauvé l'honneur et la liberté de conscience. Si la Vendée a été massacrée, c'est parce que la Révolution française porte un gène terroriste dans son ADN, la table rase. Et elle a voulu remplacer la religion ancienne par une religion nouvelle, l'être suprême et le droit de l'homisme. On voit les dégâts aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, toutes les frontières sautent. La frontière géographique qui sépare le citoyen de l'étranger et qui définit l'identité. Sans l'Imès, à Rome, il n'y a plus de Rome, d'empire romain. La frontière géographique qui transforme le citoyen en consommateur compulsif sur un marché planétaire de masse. C'est ça qu'il voulait. La frontière anthropologique entre le sexe masculin et le sexe féminin. On va tous devenir des hermaphrodites. La frontière entre la vie et la mort. Quand on entre dans un hôpital et qu'on est vieux, on se méfie de la blouse blanche qui arrive avec une seringue. Et puis la frontière entre les animaux et les hommes. Aujourd'hui, il vaut mieux être un panda du zoo de Beauval parce qu'on risque d'être visité par Brigitte Macron. Quand le panda mère est enceinte, il vaut mieux être un panda au zoo de Beauval qu'un embryon humain, expérimental, livré à des blouses blanches qui viennent visiter pour arracher, déchirer, détruire. Nous sommes dans un instant incroyable au nom du militantisme animalitaire, comme on dit maintenant, où nous vivons un chassé-croisé sans que personne ne l'ouvre entre l'animal et l'homme. L'animal est en train d'acquérir un statut de sujet de droit au moment où l'embryon est en train de devenir un objet. Ce chassé-croisé prépare la transhumanité. L'homme bionique, l'homme pesticide, l'homme augmenté, l'homme aliéné, l'homme détruit. Je pense avoir répondu à votre question. Oui. Bonsoir. Merci pour ce soir. C'était magnifique comme d'habitude. Je m'appelle Corentin Stemler et je suis un pur produit Villiers parce que je suis issu du Puy du Fou et de l'ICES. Et ma question ce soir,
ça peut sembler être une évidence, mais votre réponse m'intéresse beaucoup. Parlez fort parce que je suis sourd. Vous avez dit cette phrase, une société se sauve non par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Les réalisations concrètes, vous les avez faites dans votre vie. Vous avez fait des réalisations dans tous les milieux qui commençaient à être secs, qui étaient abandonnés. L'éducation, vous avez créé l'ICES, l'école du Puy du Fou. La politique, de combat pour les valeurs au MPF et jusqu'au Conseil général de la Vendée. Et l'art et la culture avec le Puy du Fou. Aujourd'hui, le Puy du Fou, c'est un oasis fantastique, mais est-ce que cet oasis est suffisant pour la France entière? Est-ce qu'il ne faudrait pas des fibres de Villiers partout sur notre beau territoire? Et comment est-ce qu'on peut les faire émerger pour qu'ils aient cette volonté et cette envie profonde d'allier à la fois l'engagement local pour un territoire qu'ils aiment, dans lequel ils sont enracinés, et en même temps pour une France pour laquelle ils se battent, pour des valeurs qui sont solides, donc tout cet ensemble harmonieux? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que partout en France, il y ait, comme vous dites très bien, ces petites lucioles qui sortent de la catacombe et qu'on voit enfin un peu la lumière qui jaillit à la sortie de l'obscurité? D'abord, vous avez évoqué l'ICES. L'ICES, c'est vraiment une réussite extraordinaire. L'évolution de l'ICES est remarquable grâce à à son directeur, pardon, je dis nouveau, mais il est là depuis longtemps, qui s'appelle Éric Delabarre. Quand je vois le plateau de l'ICES, les professeurs de l'ICES, je me dis, mais c'est fantastique ce qu'on a fait. C'est fantastique. Quelqu'un m'a dit récemment, un grand professeur de la Sorbonne m'a dit, c'est sans doute la meilleure université de France. Elle est en Vendée, elle est à La Roche-sur-Yon. Alors, gloire à l'ICES, et j'espère que ce message sera retransmis aux intéressés. Il faut tenir, il faut que l'ICES tienne. C'est vraiment un des plus beaux fruits de la Vendée. L'ICES est en train de faire, pour le 21e siècle, ce que Saint-Gabriel a fait pour le 20e siècle. Former des cadres, des ingénieurs, des entrepreneurs, des créateurs. Deuxième question, la question du clonage. Pour l'instant, personne ne m'a demandé ma semence. Non, je pense que en fait, on est des milliers en France, des milliers sans se connaître, à être lucides. Voilà. Moi, mon professeur de français qui s'appelait l'abbé Bonenfant, à Saint-Joseph de Frontenay, me disait « Philippe, si tu crois aux masses, tu es cuit. Crois aux élites. » Moi, je crois aux élites et aux idées. Ce sont les élites qui commandent les masses. Lénine l'avait bien compris. Il dit « Donnez-moi 1000 hommes et je fais la révolution. » Les masses, les élites. Donc, il ne suffit pas que... c'est pas la peine qu'on soit très nombreux. Les élites, les masses. Et les idées. Ce sont les idées qui mènent le monde. Les hommes politiques l'oublient. Surtout en ce moment. Mais ils vont être balayés. Par exemple, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il y a un sentiment de dépossession. Dépossession de soi-même, dépossession de sa mémoire, dépossession de son histoire, dépossession de son territoire. On installe une contre-société qui n'est pas de la même civilisation et qui est agressive et conquérante. Ça ne peut que mal se terminer. Mais face à cela, il y a des gens qui disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Et qui, au fil des attentats et de ce qu'ils voient, parce qu'il suffit d'avoir un œil pour voir, et même Gérard Collomb s'en est aperçu. Il a dit à son copain, dis Manu. Et l'autre lui a dit, dis-moi Gégé. Qu'est-ce que t'as Gégé? Dis-moi. Ben j'ai que je suis pas content.
le côte à côte, face à face. Alors, il y a les lucides et les translucides. Alors, les translucides, ils ont dit, oh, bah, il exagère, il est gâteux. Ah oui, mais enfin, les lucides, les policiers, eux, par exemple, qui vont là-bas, ils savent. Bon. Et on sait maintenant que c'est partout. Vous voyez bien, c'est une invasion. Voilà. Changement de population et changement de civilisation en même temps. Voilà. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a, premièrement, une voie sans issue, faire confiance aux hommes politiques. La deuxième voie, c'est de créer sa petite structure de résistance, sa cellule de dissidence. À chacun son charisme. Vous savez, un entrepreneur qui développe son entreprise, qui donne de l'emploi à ses salariés et qui fait sentir le serment que il défend quelque chose qui lui appartient, mais qui en même temps appartient à plus grand que lui, il défend un bout de France. Il y a plein de petits bouts de France qui ont 1000 manières de se défendre et de rayonner. Mais dites-vous qu'en face, ils ne construisent rien. Ils ne font que détruire. Nous, nous construisons. Nous, nous construisons. Et les peuples ont un instinct que les élites, parfois, ne comprennent pas, ou trop tard. Il va y avoir un gigantesque coup de balai dans toute l'Europe. Quand? Je ne sais pas. Tout à l'heure, la dame qui me remerciait pour son mari m'a parlé du Parlement européen. Et tout à l'heure, Jean-Michel parlait de mes livres. Moi, j'étais un lanceur d'alerte. Les abeilles, Urbain, la corruption, l'Europe aussi. J'ai dit, ça se terminera mal. Et je me souviens qu'au moment des élections européennes de 1994, j'avais fait une liste avec Jamie Goldsmith et Charles de Gaulle qui s'appelait « L'autre Europe ». C'était incroyable, c'était prémonitoire. Et donc, là, ce qui est en train de se passer, c'est la fragmentation de l'Europe. Le Brexit, c'est parti. Pourquoi? Parce que les Anglais, en fait, je les connais, ils m'ont dit, nous, on veut défendre notre identité, on ne veut pas la perdre. Or, vous, avec votre parti pris migratoire, vous voulez faire venir toute l'Afrique chez vous. Puisque vous avez aboli les frontières, dans votre tête. Et que c'est ça, la grande idée, le principe de non-discrimination poussé à son extrémité et le principe de la liberté de circulation poussé à son extrémité. Voilà. Donc on devient un immense marché planétaire. Il n'y a plus de frontières. Voilà. L'Europe de l'Est, elle n'entend pas de cette oreille. Et qu'est-ce qu'on reproche à Orban aujourd'hui? Je connais très bien le sujet. Et je connais le personnage et j'ai un profond respect pour lui. Il est monté sur les chars soviétiques, il leur dit « vous ne bougerez pas » en 1956. C'est pour ça qu'il est populaire chez lui. Il a été élu 3 fois de suite aux 2/3 des voix. Il n'y a pas un Hongrois qui dit que c'est une dictature. Pas un seul. Il n'y a pas un seul acte antisémite. On n'est pas en Seine-Saint-Denis là-bas. Et Orban, il veut garder ses racines chrétiennes. Il veut une famille avec un homme et une femme, un père et une mère. Et il veut simplement faire respecter le traité de Schengen, c'est-à-dire faire respecter sa frontière, par application du traité de Schengen. Pas d'immigration illégale. Voilà ce qu'il veut, M. Orban. Il faut savoir que ce M. Orban, il vit dans un pays traumatisé. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Hongrie. Ils ont eu Gengis Khan. Ça vous dit quelque chose? Avant que Saint-Louis ait lui-même peur qu'ils arrivent jusqu'à Paris, les Mongols. Ils ont eu l'occupation allemande, l'occupation soviétique, l'occupation autrichienne et l'occupation islamique. Quand vous parlez avec les Hongrois, ils vous parlent de 1526, la bataille de Mohacs. Pour eux, la bataille de Mohacs, c'est un grand traumatisme.
il y a là-bas ce qu'on appelle les bains turcs. Quand on est allé enregistrer la musique du Puy du Fou, nous, avec Nick Glenn-Smith, Nick me dit, tiens, ce soir, on va aller au bain turc. Je dis, ah bon, oui, bah oui. Voilà. Donc ils savent, eux, de quoi ils parlent. Donc, ils nous regardent et disent, mais vous êtes complètement fous. Vous êtes en train c'est ça votre état de droit, l'état de droit. Ah, ils ne respectent pas l'état de droit. Mais vous savez ce que c'est l'état de droit? C'est l'enfant sans père, l'homme sans racines, une Europe sans frontières, sans souveraineté, sans État, sans nation, une Europe sans corps. Et la fabrique d'un homme de sable. Moi, j'en veux pas de ça. Et quand j'ai dit ça, moi, au moment de Maastricht, on disait, oh, Philippe de Villiers exagère, surtout en Vendée. Hein. Oh là là. Mais ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Mais c'est ne pas connaître la machine de Bruxelles que de ne pas comprendre qu'on est en face d'un truc totalitaire qui va tout déstructurer. Et une fois qu'on aura détruit toutes les cultures, toutes les racines et tous les équilibres affectifs, on sera dans l'animalitaire. Ça sera la fin de notre civilisation. Mais heureusement, il y a des gens qui se lèvent. Vous voyez, moi, j'avais quitté la vie publique. J'avais l'intention de ne m'occuper que du Puy du Fou. Ça me suffisait amplement. Ça suffit à combler la vie d'un homme. Mais du coup, j'ai trouvé quand même, j'ai éprouvé le besoin d'écrire. Puis maintenant, quand j'écris, je vais sur les plateaux. Parce que je me dis, mais alors où sont les voix? Les gens qui vous parlent comme moi, il devrait y en avoir plein. Où ils sont? Ils gèrent leur carrière. Moi, je ne referai pas de politique parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'influence aujourd'hui comme conscience morale, comme autorité que je n'en avais quand j'étais élu. En plus, j'aimais pas ça, moi. Serrer les mains comme ça. Quémander son picotin de popularité, il y a un truc qui vous diminue, quoi. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de serpillière. Et on dit merci, monsieur le député. Voilà, mais oui, question. Cher Bienvenue. Philippe, c'est pas une question, c'est un remerciement. Attendez, vous savez qui est ce monsieur qui se lève? C'est un monument de la Vendée. Vous pouvez l'applaudir. Et vous pouvez même vous lever. Philippe, ne me fais pas regretter de... Voilà. Je voulais te remercier d'un jour de t'avoir croisé dans un TGV. Et tu m'as dit ceci. Tu as mis la Vendée très haute, aux Jeux Olympiques, entre autres, au Tour de France. La Vendée t'en sera reconnaissant. Et puis, 2 ans après, c'était 1990, je lui dis, écoute Philippe, je veux rendre à la Vendée ce que la Vendée m'a donné. Et là, tu m'as dit ceci. Va au bout de tes rêves, mais plus tu seras haut, moins tu auras de droit. Plus tu seras haut, plus tu auras de devoirs. Alors je vais te dire aujourd'hui, devant des témoins, que les 120 coureurs qui sont passés professionnels ont ces valeurs-là, les valeurs que tu m'as données. Donc merci. Voilà. Moi, Jean-René, je voudrais dire ceci devant tous nos amis vendéens. Tu as fait 2 choses très difficiles et dans la durée. La première chose, tu es resté propre, toujours. Et tu t'es battu pour la propreté. Tu as sauvé l'honneur du cyclisme français. Tu l'as incarné même. Contre vents et marées. Et la deuxième chose, tu as fait grandir la Vendée. Parce que
d'année en année, chaque année, à cause de toi, parce qu'on supporte tes coureurs, parce que tu as sorti des grands champions, comme Thomas Voeckler et d'autres, parce que tu nous as toujours étonnés, parce que tu avais toujours une nouvelle surprise, un nouveau prodige. Sur toutes les routes du Tour, à cause de toi, il y avait des drapeaux rouge et blanc, double cœur, à cause de toi. Donc tu m'as dit merci devant nos amis vendéens. Jean-René, je ne savais pas qu'un jour j'aurais une occasion magnifique de te dire avec tout mon cœur et une profonde émotion, je t'aime Jean-René, merci. Merci, Monsieur De Villiers, pour vos propos depuis ce début de soirée. Et merci pour cette histoire improbable qu'est le Puy du Fou. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'entrepreneuriat. Et j'aurais aimé savoir quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui ont peur d'être audacieux parce qu'ils en ont marre d'être rejetés sur le marché du travail par manque d'expérience à la sortie de leurs études. Merci pour votre réponse. Moi, je dirais à un jeune aujourd'hui qui finit ses études, c'est bien ça, ou qui a fini ses études, que d'abord, les études ne sont jamais assez longues. De Gaulle disait, le commandement, c'est la culture générale. C'est profondément vrai. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs extraordinaires qui m'ont appris à lire, à écrire. La culture générale. Donc les longues études. On n'est pas pressé. Ça vaut la peine de faire des longues études. La maturation, pour arriver à maturité. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de chercher des entreprises dont le patron est amoureux de son produit. Parce que l'entreprise, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. C'est la dictature du client. Le patron de l'entreprise, le vrai patron de l'entreprise, il est à l'extérieur, il est capricieux. Parce que c'est lui qui met la main sur la tête de gondole. Il fait ce qu'il veut. Si le client, il a envie d'aller au Futuroscope plutôt qu'au Puy du Fou, tant pis pour nous. Si le client, il veut acheter du savon Cric plutôt que du savon Croc, on ne peut rien faire. Donc, quand on parle de démocratie de l'entreprise, c'est le patron social, non, attendez, le patron, lui, il a un boulot, c'est de protéger son produit, de le faire vivre, de l'adapter, de le faire grandir. Parce qu'il rend un service, en fait, à la société. Parce qu'un produit, c'est un service. Et si jamais le produit est bidon, ça se saura très vite. C'est pas le marketing d'image qui va le protéger. Donc, un patron qui aime son produit, c'est un bon patron. Et il faut travailler avec lui. Et la deuxième chose, ça, c'est un jour Pierre Bellon qui m'a dit ça. Le grand patron de Sodexo. Il m'a dit, tu sais, Philippe, une entreprise, au début, il faut un entrepreneur, un créateur, un défricheur. Puis après, il faut des intrapreneurs. Je ne sais pas si le néologisme vous dit quelque chose, mais c'est génial comme mot. Et moi, en fait, au Puy du Fou, je parle en présence de Laurent qui sait ça mieux que moi, nous, on fabrique tous les jours des intrapreneurs. C'est-à-dire, ce n'est pas les patrons, mais ils sont patrons eux-mêmes en tant que créatifs. C'est-à-dire, s'ils voient quelque chose qui ne va pas, hop, ils alertent. S'ils voient quelque chose qu'on peut améliorer, ils améliorent. Pas de hiérarchie. Ils sont un peu les actionnaires moraux de l'entreprise. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a cette chance inouïe en Vendée.
d'être le premier département pour la création d'entreprises. On est le premier département pour la propriété d'entreprise. C'est-à-dire, c'est le département où il y a le plus d'entrepreneurs qui sont propriétaires de leur entreprise. C'est un département où on crée des emplois naturellement, où l'entrepreneur, et c'est le plus beau compliment que je puisse leur faire, considère quand on l'interroge, moi, mon vrai capital, c'est mon travail. Lorsque le président de la République est venu aux Herbiers, il a été surpris d'entendre certains entrepreneurs, dont André Lebeau, qui lui ont dit « Aidez-nous à faire en sorte qu'on puisse transmettre à nos enfants pour que l'entreprise puisse continuer. » Le royaume de l'entreprise familiale en France, le petit royaume de l'entreprise familiale en France, où on transmet, où on cherche à transmettre, c'est la Vendée. Un jour, j'ai parlé avec un ami que certains d'entre vous connaissent, qui vieillit, hélas, qui était un grand entrepreneur, président de la Chambre de commerce et transport Joyaux, Henri Joyaux. Henri Joyaux, un jour, il me dit, voilà, je vais partir en retraite. J'ai pas de solution. On va être obligé de transmettre l'entreprise. Mais voilà, j'ai 3 propositions. Une proposition mirobolante, mais je ne sais pas ce qu'ils feront du personnel. Une autre, un peu moins mirobolante, mais qui reprend que 50% du personnel et qui se donne la possibilité de licencier. Comme on dit maintenant, dégraisser, salopard. On dégraisse dans les abattoirs, mais pas dans l'entreprise. Et une troisième solution, il me donne presque rien, à nous, notre famille, pour le capital, beaucoup moins, mais il s'engage à garder tout le temps à vie le personnel. Il s'engage par écrit, par convention. Je lui dis, Henri, qu'est-ce que tu vas faire? Il se retourne vers sa femme, exceptionnelle, chef d'entreprise aussi, et il dit, bien sûr, on va choisir la solution vendéenne. C'est-à-dire la solution vendéenne, pas au sens moral, pas au sens physique. Solution vendéenne, ça veut dire la solution où voilà, le personnel est là. Ouais. Donc, en fait, mademoiselle qui m'avait posé la question, je vous dirais ceci. Dans la vie, il faut avoir un mentor. Et si possible, lui être fidèle. C'est plus rentable. Mais si vous avez un mentor, il va beaucoup vous apprendre. Et surtout, il va détecter en vous des qualités que vous ne semblez pas connaître vous-même. Moi, j'étais complexé, j'étais timide, j'étais mangé de timidité. Et je fais le plus du fou. Parce que j'ai trouvé des gens sur ma route qui m'ont donné confiance en moi. Et donc, dans l'entreprise, il y a des gens comme ça qui vont vous tirer vers le haut. Choisissez un mentor. Suivez-le. Soyez-lui fidèle. Et vous irez très loin.